Shalom, nous allons étudier le DAF, Mem Zain dans Masechet Bava Batra, nous reprenons signe à la fin du DAF, Mem Vav Amudvet, Braïta, Tanur Abanan, Arev, Me'id, Alover, on va parler de plusieurs personnes qui peuvent éventuellement témoigner, ici à chaque fois pour celui qui emprunte. Donc on a un emprunt, lors d'un emprunt on a celui qui emprunte, celui qui prête, et on a le Arev qui est le garant. Tanur Abanan, Arev, Me'id, Alover. On dit que le Arev, le garant, peut témoigner pour l'emprunteur. Imaginons que l'emprunteur est indifférent au sujet d'un terrain, le garant peut venir témoigner s'il est au courant que le terrain lui appartient. Mais à une seule condition, c'est que cet emprunteur possède par ailleurs un autre terrain, de telle sorte à ce que la personne qui a prêté l'argent puisse se faire rembourser justement grâce à cet autre terrain. Si par contre il ne possède pas d'autre terrain, on se doute que le garant est Nogar Badava, parce qu'il se dit, comme il n'a pas d'autre terrain, si il perd ce terrain qui est le dernier qui lui reste, c'est chez moi qu'on va venir chercher l'argent, et donc du coup il n'a pas le droit de témoigner. Malvé Me'idalove, avec les mêmes conditions, même celui qui prête de l'argent à quelqu'un peut témoigner en faveur de son emprunteur, et là également à la condition Ve'ud Itla Hariti, à condition que l'emprunteur possède un autre terrain, de telle sorte à ce que la personne qui témoigne, qui est ici le prêteur, le créancier, n'ait pas de crainte de ne pas être remboursé, et à ce moment-là, il peut témoigner en sa faveur. Loker Rishon Me'id Loker Sheni, lorsqu'il y a deux personnes qui ont acheté. Donc on a une personne qui vend un terrain à une personne, après il vend le terrain à une seconde personne, plus tard, et celui qui a acheté un terrain en premier doit témoigner justement pour celui qui a acheté en second. Et là aussi, on peut se demander, est-ce que celui qui a acheté en premier n'a pas peur que si finalement le second acheteur, celui qui a acheté après lui, s'il n'a pas d'autre terrain, il peut craindre que si le vendeur, celui qui a vendu le terrain aux deux, si le vendeur ne peut pas rembourser ses dettes, on va venir chercher les terrains qui ont été vendus, qu'on appelle les chassim et shorbadim. Et donc, s'il voit que le second acheteur n'a pas d'autre terrain, il sait que ça reviendra chez lui, et donc il ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que l'okar rishon, le premier acheteur, peut témoigner me'id et l'okar sheni pour le second acheteur, à la condition ve'ud et itlar achariti, à la condition également que ce second acheteur possède un autre terrain. Comme ça, celui qui témoigne est rassuré. Maintenant, kablan. Kablan, c'est celui qui prend sur lui. Ici, c'est un rêve, c'est un garant, mais c'est un autre type de garant. Un rêve kablan, qu'on appelle ici kablan tout court, c'est celui qui accepte au moment du prêt d'être garant, et il accepte même que le prêteur vienne chercher directement l'argent chez lui, même si l'emprunteur possède de l'argent. Même si l'emprunteur possède un terrain, possède de l'argent, il laisse le droit au créancier à venir se rembourser directement sur ses terrains à lui. Alors celui-ci, on a une marloquette. Amrela, Me'id, il y en a qui disent que oui, il est Me'id, qui peut témoigner. Et Amrela et no Me'id, il y en a qui disent qu'il ne peut pas témoigner justement pour celui qui a emprunté. Amrela Me'id, qui a un rêve d'amé, celui qui dit qu'il peut emprunter, il est finalement comme un rêve normal. De la même manière que le rêve normal peut emprunter, là aussi, il peut emprunter encore une fois à la condition qu'il a noté. Et Deni Khale, d'élève Bedide, Tavayou. Et celui qui dit que Enomeid, il ne peut pas témoigner, même s'il a un autre terrain, parce que lui pense que Nikhale d'élève Bedide Tavayou. Il préfère que tous les terrains soient dans les mains de l'emprunteur. On s'explique encore une fois, on a dit que quoi qu'il arrive, en tant qu'arrêt, il ne peut témoigner que si l'emprunteur, en faveur de qui il témoigne, possède un autre terrain. Alors jusqu'à présent, que ce soit pour le rêve normal, et selon un premier avis, même pour le rêve Kablan, qui prend lui le risque qu'on vienne directement se rembourser chez lui, il suffisait que l'emprunteur, en faveur de qui il témoigne, il suffisait que cette personne-là possède un terrain. Comme ça, il se dit que voilà, si la personne veut se faire rembourser directement chez l'emprunteur, il a de quoi. Maintenant vient un nouvel avis, il dit non. Comme le Kablan, on peut aller chercher chez lui le terrain à la place d'aller chercher chez l'emprunteur, le Kablan préfère que l'emprunteur ait le plus de terrain possible. Pourquoi ? Parce que plus il a de terrain, plus il y a de chances que son créancier aille chercher un de ces terrains plutôt qu'il vienne voir le fameux Aref Kablan. Et donc du coup, c'est pour ça que même s'il a déjà un autre terrain, même si l'emprunteur a déjà un autre terrain, ça ne rassure pas assez le Kablan qui préfère qu'il en ait plusieurs
Et donc, s'il doit témoigner sur un deuxième, voire sur un troisième terrain, on a peur qu'il ne témoigne pas de manière juste, puisque justement, il est noga badava, il préfère qu'il en ait des créatifs balchov. Maïdé Baeshakid, il préfère que le créancier ait le choix chez l'emprunteur pour éviter la possibilité qu'il vienne le voir, lui en tant que Aref Kablan. Maintenant, la Gemara nous rapporte des halachot au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Uman en lo chazaka. On a dit que le Uman, l'artisan n'a pas de chazaka. Mais Ben Uman, mais le fils du Uman, il a oui, yesh lo chazaka. Aris en lo chazaka, on a vu que celui qui travaille sur un terrain, qui prend une part, lui en lo chazaka, on avait dit que c'était quand c'était un ratio de famille. Ben Aris, yesh lo chazaka. Par contre, son fils, qui n'est pas Aris a priori, yesh lo chazaka. Gazlan, par contre, un voleur, ou Ben Gazlan et son fils, En la En Chazaka, ils n'ont pas de Chazaka. Par contre, Ben Beno Shel Gazlan, le petit-fils du voleur, Yesh Lo Chazaka. Alors ici, ça paraît un peu flou. L'Agma, justement, va essayer de comprendre de quel cas parle-t-on. Echidame, quel est le cas? I Atu Betanta de Avuhon. Si à chaque fois qu'on parle du fils, donc le père, on a compris. Le voleur, on savait. Le Ouman, l'artisan, on savait. Le Haris, on savait. Tout ça, on savait. Maintenant, le fils. On a vu que pour le fils, dans le cas du Ouman, le fils du Ouman et le fils du Haris ont win Chazaka, alors que le fils du voleur ne l'a pas. L'Agma demande, le fils vient en tant que quoi? I atum beta'anta de avron, si le fils vient avec l'argument de son père, c'est-à-dire, mon père l'a acheté, et moi je fais Chazaka dessus. Mon père l'a acheté, on va dire, l'année dernière, ou il y a 3 ans plutôt, il l'a acheté à 3 ans, et voilà, j'ai fait Chazaka dessus parce que mon père est décédé, et donc j'ai hérité, et je fais Chazaka. S'il vient avec l'argument du père, là, il m'a dit, Afilou Anachnami, si c'est ça, il ne devrait pas y avoir du tout de Chazaka, dans tous les cas, même dans les cas du fils du Ouman et du fils du Haris, puisqu'on part du principe que dans ces cas-là, le père en tant que Ouman ou le père en tant que Haris n'est pas cru lorsqu'il dit qu'il l'a acquis. Comment voudrait-on croire le fils lorsqu'il ne fait que répéter ce que son père lui a dit ou ce qu'il nous raconte que son père lui a dit, puisque le père lui-même n'aurait pas été cru? Alors tu vas me dire peut-être que c'est un cas où il vient pas avec l'argument du père, c'est-à-dire il vient et il dit je l'ai acheté. Et là si c'est ça, on a du mal à comprendre pourquoi le fils du voleur sera handicapé. Parce que Afilou Ben Gazanami, si c'est ça, le père était Haris, le fils ne l'est pas, donc le fils peut acheter. S'il dit qu'il l'a acheté et qu'il a fait Chazaka, c'est normal que ça marche. Pareil pour le Haris et pour le voleur. Le pauvre, il a un père voleur, lui ne l'est pas et il ne pourrait pas lui-même acheter. Donc du coup, l'Agma a du mal à comprendre. L'Agma répond, L'Otsricha, des Kamre Haïdim, Befanenu, et c'est les témoins qui viennent et qui disent Befanenu Odalo. En fait, c'est un cas où ils viennent avec l'argument du père. C'est-à-dire, mon père a acheté, mon père Haris a acheté, mon père Ouman a acheté, mon père Gazlan a acheté. Après, on fait une distinction, parce qu'en fait, il a une preuve. C'est quoi? C'est qu'il a 2 témoins qui attestent qu'ils ont entendu celui qui conteste aujourd'hui le terrain, que cette personne-là a avoué devant eux qu'il avait vendu au père. Donc on a aujourd'hui une personne qui conteste. L'enfant, qui est le fils du Haris, du Ouman ou du Gazlan, quand il se défend, il dit mon père qui était Ouman, mon père qui était Haris, mon père qui était Gazlan, l'a acheté. La preuve, j'ai 2 témoins qui attestent que monsieur qui est en face de moi et qui me réclame le terrain a bien avoué il y a quelques années qu'il avait vendu son terrain à mon père Gazlan, Haris ou Ouman. Et là-dessus, on aura une distinction que Anach, Kalmeimar, Kushtaka Amre, dans le cas où c'est un Ouman, c'est un artisan, dans le cas où c'est un Haris qui travaille, on a dit qu'à la base, il n'y a pas de Chazaka lorsque c'est eux qui parlent, on ne les croit pas qu'ils ont acheté, mais il n'est pas impossible qu'ils aient acheté, et donc du coup, si on a des témoins qu'ils ont acheté, on croit ces témoins. Et à ce moment-là, ça fonctionne, c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là, le Ben Ouman et le Ben Haris, ils ont une Chazaka grâce à l'argument du père, à partir du moment où ils sont aidés par une Haïdout, par 2 témoins. Mais par contre, Haï, le dernier cas, le cas du voleur, Afalgav de Odenami Lomeiman, même si on a des témoins qui avouent que celui qui conteste aujourd'hui a bien vendu le terrain, on ne croit pas ces témoins. Pourquoi? Kede Rav Kana, comme la logique de Rav Kana qu'on verra ici, qu'on verra à la fin du DAF, la Marav Kana, car Rav Kana dit, il a des Odele, un aveu par rapport à un voleur, ça ne vaut rien. Pourquoi Avamamtele ul Khamre, les Shahva? À l'époque, les voleurs étaient des gens qui étaient puissants, qui menaçaient. À l'époque, une des menaces, c'était de dénoncer la personne et ses biens. Donc ici, la personne et son hamor, son âne, au roi, de telle sorte à ce qu'il perde tous ses biens. Donc le voleur avait un moyen de pression. Et donc, quelqu'un qui avoue
avoir vendu un terrain à un voleur, l'aveu justement ne vaut rien. Maintenant, la Gemara nous dit qu'on a dit tout à l'heure que le fils du voleur n'avait pas de chazaka, mais par contre le petit-fils, oui. Amarava, Rava nous dit, mais tout de même, Pe'amu shafilo ben benosh gazanami eno chazaka. Parfois, hein, le petit-fils non plus n'a pas de chazaka. Echidame, dans quel cas, Kigon de Kaati betanta de Abba de Avoa. Dans le cas où il vient, avec l'argument de son grand-père. C'est-à-dire que si, quand on dit que le petit-fils du voleur a win chazaka, c'est lorsqu'il vient et qu'il dit qu'il a hérité de son père. Mais il ne dit pas que son père lui-même l'a hérité du grand-père voleur. Donc on part du principe qu'un petit-fils de voleur qui dit qu'il a hérité de son père, avec des témoins, ou même qui dit non, qui dit qu'il a hérité de son père, a priori, cela fonctionne. Par contre, dans le cas où il dit je l'ai hérité de mon père, qui lui-même l'a hérité de son père, il revient à la ta'ana du grand-père, et lorsqu'il revient à la ta'ana du grand-père, évidemment qu'il n'a pas de chazaka, parce qu'on part du principe qu'un voleur ne peut pas, enfin, probablement n'a pas acquis le terrain. Justement, maintenant, quelle est la définition de ce qu'on appelle ici le gazlan? Quelle est la définition du gazlan? Echidame, gazlan, c'est quoi le cas du gazlan? On a deux avis qui, a priori, ne sont pas forcément contradictoires. C'est peut-être deux cas de figure différents, mais qui peuvent être en accord l'un avec l'autre. Amar Rabbi Yochanan, qui gonche urzak al sedezo begazlanota. Premier exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une grande carrière de voleur derrière lui, mais sur lequel on sait qu'il a volé ce terrain. Il a volé ce terrain. Si après, son fils nous dit que son père l'avait acheté après l'avoir volé, il l'avait acheté, et que lui l'a hérité, la preuve qu'il l'a bien acheté son père, c'est qu'il a deux témoins, ça ne fonctionne pas. Nous dit Kigon de Beit Ploni, Shorgin et Fashot al Skemamon. Autre cas de figure, même si on n'a pas de chazaka sur ce terrain, c'est une famille, comme la famille Intel, on ne dit pas le nom ici, qui avait l'habitude de tuer les gens pour leur voler les terrains, et donc du coup, cette famille-là, c'est une famille qui est un peu mafieuse comme ça. Ceux-là, on part du principe qu'ils n'ont pas de chazaka ni pour eux, ni pour leurs enfants, lorsque les enfants, encore une fois, disent que le père a acheté avec des témoins. Nouvelle braïta tanora banan, uman eno chazaka, yaran me umanuto, yesho chazaka. Celui qui est artisan, donc on a dit, il n'a pas de chazaka. S'il arrête son métier, il recommence à avoir la possibilité de faire chazaka. Haris, yesho chazaka, yaran marisuto, yesho chazaka, pareil pour le haris, qui travaille sur un terrain avec un pourcentage. Tant qu'il fait ce métier-là, il n'a pas de chazaka sur les terrains. Dès qu'il ne le fait plus, il a oui chazaka. Ben Shechalak. On a dit qu'entre un père et un fils dans la Mishnah, on n'avait pas de chazaka. Si un fils s'est séparé, c'est-à-dire que il a grandi, il s'est marié et il ne vit plus à la maison, il ne dépend plus matériellement de son père. Isha Shenit Garsha, et une femme qui divorce, là aussi c'est le divorce qui fait qu'elle n'a plus de dépendance financière vis-à-vis de son mari. Are Hen Kishar Koladam ont le même rapport avec leur père respectivement et leur mari que n'importe quelle personne, c'est-à-dire qu'il y a chazaka, on part du principe qu'un père ne laisse pas un objet chez son fils 3 ans sans rien dire, ou qu'un homme ne laisse pas l'objet chez son ex-femme pendant 3 ans sans rien dire. La Gemara nous dit Bish lama ben shechalak itztarir. La Gemara dit je comprends à la limite la raison pour laquelle on enseignait le cas du père et du fils. Pourquoi ça? Parce qu'on aurait pu penser que vu que les liens de famille restent forts, entre un père et un fils, peut-être même lorsqu'ils sont séparés matériellement, peut-être que tu aurais pu penser qu'il peut lui laisser encore pendant 3 ans un objet, et donc son silence de 3 ans ne vaut pas chazaka, kamash malan que si. Maintenant, kamash malan délogement. Et là, isha garsha apshita, mais le cas de la femme qui divorce. Est-ce que c'est pas évident? Évidemment qu'un homme qui divorce de sa femme ne garde pas des liens étroits, et donc en général, elle est au moins comme une étrangère, si ce n'est plus. Et donc, il est évident qu'un objet qui reste chez elle pendant 3 ans fait chazaka, donc un objet immobilier. Agman nous dit, l'autre sricha, on en avait besoin. Même gorechet, veina gorechet. Dans un cas où on ne sait pas si elle est divorcée, elle a reçu un get sur lequel on a un doute sur la validité, et donc ils ne restent pas ensemble, mais d'un autre côté elle ne peut pas non plus encore se remarier, elle a un statut intermédiaire, et qui est des rabizera comme dit rabizera, d'amar rabizera, amar rabirmiya, bar abba amar shmuel, rabizera dit au nom de Shmuel, kol makom shamu chachamim megorechet veina megorechet, tout cas de gitin dans lequel on dit que on ne sait pas si elle est mariée ou pas, be'alachaya be'bzonetea, le mari doit la nourrir. Et tu aurais pu penser que le fait qu'il garde finalement un lien financier, puisque c'est lui qui doit encore subvenir à ses besoins, on aurait pu penser que du coup ils ont le même statut que lorsqu'ils étaient mariés, qu'un objet, quelque chose qui est chez elle, pendant 3 ans, il y a chazaka, kamash malan, que non, c'est simplement que dans le doute, il faut bien que cette femme puisse être nourrie puisqu'elle ne peut pas se remarier,
mais ça ne veut pas dire qu'il garde des relations qui justifient que le mari se taise lorsque la chose reste chez la femme pendant tant de temps. Amar Rav Nachman, Amar Liuna, que Ravuna lui a dit, Kulan, tous les cas qu'on a cités, donc c'est le Ouman, l'artisan, le Haris, celui qui travaille sur le terrain, chez Viur et Aya, qui apporte une preuve. Là jusqu'à présent, on avait dit que c'était éventuellement des témoins, qui apportent une preuve. Et Re'ayatam, Re'aya, ils ont une preuve, donc ils apportent un document comme quoi leur père a bien acheté, cela fonctionne. Mohamedim Sadeh Biadan, et on leur laisse le terrain. Gazlan chez Viraya, par contre, si le voleur apporte une preuve, En Re'ayato Re'aya, sa preuve n'est pas une preuve. Donc celui qui a volé un terrain, soit parce qu'il y a une khadaka qui l'a volé, ce terrain, on sait déjà, soit parce que c'est une famille qui a l'habitude de voler et de tuer les gens pour cela. En Re'ayato Re'aya, s'il apporte après un document, ça ne vaut rien. Vein Ma'medim Sadeh Biado, et donc on ne lui laisse pas le terrain. Alors, la Gemara ici a compris que le chidouche essentiel c'était par rapport au voleur. Et la Gemara, justement, se pose la question, en quoi c'est un chidouche? Pourquoi? Maïka Mashmaran, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, c'est déjà une Mishnah qui dit la kar misikarikon. Alors ici, misikarikon, ici, c'est les voleurs ici non juifs qui avaient l'habitude de menacer de mort quelqu'un et de lui prendre son terrain. Imaginons qu'un juif ait perdu son terrain par l'intermédiation d'un sikarikon et un autre juif vient et récupère de ce sikarikon. Maintenant, pour avoir bonne conscience, il va voir le propriétaire juif et il le paye et il lui rachète. Donc la kam sikarikon, vechazav et la kar mi balabait. Et après il l'achète au propriétaire, mikachobatel. La vente est nulle. Et donc on voit déjà que lorsque le terrain a été pris de force, a été volé, et qu'après il y a un achat, ça ne vaut rien. Donc du coup, que ce soit par l'intermédiaire d'un sikarikon ou chez nous, directement le même voleur qui après vient avec un document, ça ne vaut rien. La Gemara dit non, parce que la pouké midera, parce qu'on a besoin d'exclure la vie de Rav. Rav Nachman veut dire qu'il ne pense pas comme Rav. Pourquoi? Car Rav a dit que l'oshanu et la de amarlech chazek, quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Lorsque la personne rachète, c'est lorsque la personne rachète et que le propriétaire dit au juif qui a racheté aussi Karekon, allez va, tu peux faire chazaka sur mon terrain. Mais sans document, aval bishtar kana, mais selon Rav, s'il y a eu un document dans cet achat-là, ça fonctionne. Kamash Malan, justement, qui dit Shmuel, vient nous apprendre Rav Nachman qu'on pense comme Shmuel, d'Amar Abishta Nami Lokana, que même avec un document, ça ne fonctionne pas, jusqu'à ce que le propriétaire écrive, non seulement je te vends le terrain, mais je m'engage à te rembourser ou à te donner un terrain équivalent si un de mes créanciers vient te le reprendre. Là, à ce moment-là, on a vraiment l'impression que c'est une vraie vente, et à ce moment-là, ça fonctionne. C'est cet avis-là de Shmuel qui pense qu'un shtar n'est pas suffisant dans le cadre d'un sikarikon, que vient d'apprendre Rav Nachman pour nous dire que dans le cas où un voleur a volé, s'il revient après avec un document, même si ça atteste qu'il y a eu une vente, un simple le document ne fonctionne pas comme Shmuel et non pas comme Rav. Rav Bibi Mesayemba Mishme de Rav Nachman. Rav Bibi termine cette halakha au nom de Rav Nachman. Karka enlo, c'est-à-dire qu'on a dit que lorsque le voleur vient après une khadaka qu'il ait volé ce terrain ou une khadaka en général qui vole, il a un document comme quoi il l'a acheté. On a dit on ne lui rend pas le terrain. Mais si on ne lui rend pas le terrain, aval ma'ot yeshlo, mais on lui rend tout de même l'argent, parce que le document, a priori, atteste qu'il a tout de même payé pour ce terrain. Et la Gemara nous dit, de quel cas on parle? Lorsque deux témoins attestent qu'il a bien donné l'argent. Si par contre, on a juste deux témoins qui attestent que la personne a avoué lui avoir vendu le terrain. L'eau, pourquoi? Même logique qu'on a cité dans le hamoud précédent, qui est de Rav Kana, comme a dit Rav Kana, de Amar, car ce qu'il a dit, il lave des odélés, parfois des aveux sont forcés de telle sorte à ce qu'il lui dit, si tu n'avoues pas, avamamtele les didé ou le hamare, le shahvar, je vais dénoncer toi, tes biens et ton âne au roi, de telle sorte à ce que tu perdes tout. Alors, dernier cas qui n'a pas tellement de rapport avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, si ce n'est la contrainte, Maravuna Ravuna nous dit, Taliuhu vezavin, Zvine, c'est une halakha qu'on a vue dans Masechet Kiddushin au sujet du mariage. Celui qui, taliuhu, donc c'est pendre quelqu'un par les pieds, donc c'est en gros le contraindre. Quelqu'un qui pend quelqu'un par les pieds, donc qui le suspend jusqu'à ce qu'il vende, zvina, c'est une bonne vente. C'est-à-dire que même si c'est pas bien ce qu'il a fait, on estime que la vente est bonne. La vente fonctionne. Encore une fois, la vente, au niveau de la Torah, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a un accord entre le vendeur et l'acheteur, et lorsque justement il y a un accord entre le vendeur et l'acheteur, à ce moment-là, le transfert de propriété se fait. Et du coup, la Gemara nous dit que même si les causes de cet accord
ne sont pas louables, au final, ça fonctionne. Maïtama, quelle est la raison? Quand les mesaven inish, toute vente d'une personne, il a des anis. Si ce n'était la contrainte, mais la contrainte ici financière, lo ava mesaven, il n'aurait pas vendu. Donc, puisque tu acceptes finalement toutes les ventes qui se font depuis des millénaires, alors que chaque vente finalement se fait sous la contrainte financière de devoir récupérer un peu d'argent, et donc du coup tu vas bien que ça marche. Pareil chez nous. L'Agmara n'est pas totalement satisfaite et dit Vedil ma'achane unsa denafshe. L'Agmara dit comment peux-tu mettre sur le même plan une force majeure et une contrainte financière et le fait d'être en danger de mort. Là on a un qui veut tuer le vendeur et dans l'autre cas c'est le vendeur qui a une contrainte plus ou moins forte au niveau financier. Donc du coup la Gemara pour l'instant repousse là. Et là Kedetania, la Gemara va essayer d'apprendre des korbanot du fait que la Torah accepte qu'un korban soit apporté, amené de force et que ça s'appelle tout de même que c'est l'Irtsono. Mais la Gemara va également repousser ça. Donc on verra tout cela dans le Daf de Shabbat. On va essayer rapidement de résumer les quelques halachot, les quelques sujets que l'on a vus. On a vu qu'on avait plusieurs halachot par rapport à celui qui pouvait éventuellement témoigner pour un emprunteur. Celui qui emprunte de l'argent, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à ce que cet emprunteur garde des biens immobiliers pour justement rembourser comme il faut. Il y a celui qui lui prête de l'argent, évidemment. Il y a le harev, le garant. Alors, il y a le garant normal et il y a le garant kablan qui, lui, a pris sur lui de rembourser même si l'autre possède des biens, il a pris sur lui. Dans tous ces cas, on nous dit qu'ils peuvent rembourser à une seule condition, c'est que celui qui a emprunté possède un autre terrain, de telle sorte à ce que le prêteur, à ce que le garant soit rassuré et se dise que dans tous les cas, il y a un autre terrain pour se faire rembourser. Donc le prêteur, c'est pour se faire rembourser directement. Le garant, c'est pour éviter qu'on aille le chercher chez lui. Maintenant, lorsqu'il est Arev Kablan, c'est Marc Lequel qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Parce que comme on peut choisir d'aller se rembourser chez le Kablan, il préfère que l'emprunteur ait le plus de terrain pour que ce choix permette d'éviter l'éventualité qu'on aille chercher l'argent chez lui. Après, on a vu lorsque celui qui avait emprunté avait vendu son terrain à deux personnes, on allait chercher d'abord chez le deuxième vendeur, chez le deuxième acheteur, et donc du coup le premier acheteur ne peut témoigner pour le deuxième, qui lui sert finalement de protection par rapport aux créances du vendeur, que si ce deuxième acheteur possède un autre terrain. C'était les 4 personnes qui peuvent parfois témoigner pour celui qui doit de l'argent. On avait vu que certains qui n'avaient pas de tzedaka, leurs enfants parfois avaient ou pas, ça dépendait. Alors on a vu que le Ouman, le Haris et le Gazlan, eux-mêmes n'ont pas de tzedaka. L'artisan, le Haris qui travaille sur le terrain et le voleur. Par contre, leurs enfants, quel est le cas? C'est des enfants qui viennent et qui disent mon père l'a acheté et ils ont deux témoins qui attestent que la personne a avoué, celui qui conteste, a avoué avoir acheté le terrain. Est-ce que ces aveux sont bons? On a dit les aveux vis-à-vis d'un artisan ou vis-à-vis d'un haris n'ont pas de raison de ne pas être valides. Par contre, les aveux vis-à-vis d'un voleur ne fonctionnent jamais, puisqu'on part du principe que le voleur fait peur à sa victime et le force justement à avouer devant deux témoins. On a vu que la définition ici du voleur, c'était soit quelqu'un dont on savait qu'il avait volé ce terrain, soit quelqu'un qui avait l'habitude de voler et de menacer les gens de mort. On a vu également que tout ce qui était Ouman Haris, lorsqu'ils arrêtent leur métier, ils ont une chazaka, pareil pour le père, le fils ou un homme et une femme, lorsqu'ils ne sont plus en situation de dépendance financière, que ce soit le fils ou que ce soit la femme, il y a justement un retour à la normale, c'est-à-dire qu'il y a chazaka si ces personnes-là gardent le bien pendant une période pour justement qu'il y ait une chazaka, donc comme n'importe quelle personne. On a vu que toutes ces personnes-là qui n'avaient pas de chazaka, que ce soit l'artisan ou le haris, lorsqu'ils apportent une preuve de leur achat, on les croit qu'ils ont acheté justement cette chose-là ou ce terrain. Lorsque par contre on a affaire au voleur, le voleur, ça ne fonctionne pas. Et là-dessus on avait une marque locale justement entre Rav et Shmuel. Est-ce que lorsqu'on dit que ça ne fonctionne pas, c'est lorsque il a simplement une des témoins qui disent que la personne lui a dit vas-y, je te le vends, va faire chazaka, ou même lorsqu'il y a un document, ça ne fonctionne pas. Selon Rav, quand il y a un document, ça fonctionne. Selon Shmuel, ça ne fonctionne pas jusqu'à ce que le document atteste que celui qui a été volé initialement, aujourd'hui le vend et s'engage même à rembourser le terrain
si ce terrain est pris plus tard par des créanciers. Donc là, c'est vraiment une vraie vente. On a vu au passage que lorsque le voleur avait une preuve qu'il l'avait acheté et qu'il avait payé, avec des témoins qui prouvent qu'il avait payé, à ce moment-là, il ne récupère pas le terrain, mais il récupère l'argent. Mais encore une fois, avec une preuve que la personne a bien reçu l'argent et non pas un simple aveu, puisqu'encore une fois, les aveux vis-à-vis d'un voleur ne valent rien. Et on était resté sur une sougia qui sera également le début du daf de Shabbat, sur le fait justement que selon Ravuna, une personne qui est contrainte de vendre, on estime que la vente justement est bonne et la Gemara cherche justement la source de cette halakha de Ravuna.